Je pense qu'on a dépassé le stade où l'on peut même prétendre qu'il y a une véritable négociation en cours. L'administration a adopté une autre approche. Je pense qu'elle a désormais démontré qu'elle n'est pas un interlocuteur de bonne foi. Elle va continuer à faire ce qu'elle a l'intention de faire. Nous devons les amener au point où, comme l'a dit le président Trump, ils se rendent. Voilà Mike Pompeo qui, une fois encore, répétait hier ce même mantra que tant d'autres membres de ces élites américaines moribondes et pourrissantes qu'on vous montre sans cesse. La seule solution à tous les problèmes, c'est davantage de guerre, davantage de violence, davantage de force militaire. Rien d'autre n'est même envisagé. Nous allons voir qu'il est très loin d'être le seul. Mais écoutez, s'engager sur cette voie impose des contraintes physiques très réelles et des coûts très concrets. L'un des plus importants, sur le plan stratégique, c'est que nous détruisons notre crédibilité nationale. Les capacités que nous avons bâties pendant des siècles, et surtout depuis la guerre froide, nous les détruisons à toute vitesse. Tout comme les quantités d'intercepteurs antimissiles que nous vous avons montrées, les PAC-3 et surtout les THAAD, qui coûtent si cher à fabriquer et dont la production prend tellement de temps. Nous les utilisons à un rythme radicalement supérieur. Donc vous allez finir par en manquer. Nous faisons la même chose sur le plan stratégique. Cette crédibilité qu'il faut si longtemps pour bâtir est en train d'être détruite à un rythme bien plus rapide. On est crise, un rythme qui n'est pas soutenable. Et croyez-moi, mesdames et messieurs, cela aura un coût pour chaque Américain ordinaire. Laissez-moi vous montrer d'autres choses qui se passent ici. Car l'un des coûts dont on a beaucoup parlé dans l'actualité récemment, c'est que nous avons un problème avec nos groupes aéronavals, avec les équipages qui sont à bord de ces navires. L'Abraham Lincoln a eu énormément de problèmes. Et maintenant, on a fini par le reconnaître, avec du retard, et par dire « Ah, je sais, peut-être qu'on devrait remplacer ces gars-là. Peut-être qu'on ne devrait pas les laisser là-bas après 250, 260 jours, peu importe le nombre de jours jusqu'ici. Faisons venir un autre groupe aéronaval pour les relever. » Pourquoi ça n'est-il arrivé qu'après avoir constaté qu'il y avait un problème majeur? Pourtant, vous voyez, c'est exactement comme ça que les choses se sont passées jusqu'à présent. Et donc maintenant que le George Washington est déployé, il était, je crois, en position en Asie. Je crois qu'il se trouvait quelque part près du détroit de Malacca. Il va maintenant être envoyé pour remplacer l'Abraham Lincoln. Le problème, c'est qu'il lui faudra environ 1 mois pour arriver sur place et qu'il devra ensuite y avoir une période de chevauchement. Donc le nombre, que ce soit 250, 260, quel que soit le nombre exact de jours qu'ils ont effectivement passé en poste, va encore être prolongé d'1 mois. Et donc tous ces problèmes vont continuer. Mais ça ne résout pas vraiment le problème. Ça met fin aux difficultés pour ces gars-là. Parce qu'une fois que l'autre navire et ses remplaçants seront arrivés, il leur faudra probablement environ 1 mois pour retourner là où ils doivent aller. Donc ils ont encore pas mal de chemin à faire. Mais voilà une partie du problème. Et vous allez le voir tout au long de cet épisode. C'est une tendance persistante qui pose vraiment problème. Nos hauts responsables sont incapables de dire la putain de vérité sur quoi que ce soit. Qu'on parle des dirigeants politiques, des responsables au niveau des secrétaires, de certains de nos amiraux, des retraités. Ils sont tout simplement incapables de dire la vérité, même sur quelque chose de simple. Et comme vous allez le voir plus tard dans cet épisode, parfois les médias essayent de leur faciliter la tâche en disant en gros « Écoutez, tout le monde sait que c'est vrai, alors soyez honnêtes. » Mais ils n'y arrivent pas. Et le premier exemple, dès le début, c'est le secrétaire à la guerre Pete Hegseth, qui adore la caméra. Je ne dis pas que la caméra l'adore, mais lui, il adore clairement la caméra. Il vit pour ce genre de choses. D'une manière ou d'une autre,
il n'a jamais quitté la mentalité Fox News. Il veut toujours être un présentateur, le type devant l'écran de télévision. Alors évidemment, il se rend sur place et se tient devant une caméra à bord d'un navire de la marine pour dire qu'il n'y a aucun problème. Aussi longtemps qu'il le faudra, indéfiniment. La marine des États-Unis peut maintenir un blocus de ce type, parce que nous ferons tourner les navires comme nous l'avons fait et comme nous continuerons de le faire. Et aucune autre nation sur Terre, aucune autre marine au monde, n'a la capacité de déployer un mur d'acier comme la marine américaine, ni la volonté de l'utiliser comme nous l'avons fait. L'Iran sait donc qu'il ne peut ni entrer ni sortir à travers ce blocus. Et il sait aussi qu'il n'y a aucun calendrier. Nous le maintiendrons aussi longtemps qu'il le faudra. Oui, donc il n'y a pas de calendrier. Alors, tant pis pour nos marins, tant pis pour nos marines qui sont sur ces navires amphibes, et vous savez, qui font partie de ce groupe aéronaval autour d'un porte-avions. Qui se soucie d'eux? On va juste continuer à les déployer et à les remplacer. Écoutez, ça rappelle la composante terrestre de la guerre en Irak de 2003. Vous vous souvenez peut-être qu'on pensait tous qu'il y aurait, vous savez, des arcs-en-ciel et des licornes, qu'ils allaient sortir en jetant des fleurs devant l'armée américaine qui envahissait le pays et que tout le monde allait nous aimer. Eh ben non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est avéré être un très gros problème. Et tout à coup, ça s'est transformé en insurrection. Et ensuite, il a fallu continuer à prolonger les déploiements des troupes au sol là-bas. Et ça les épuisait. Puis il y a eu ce gros problème. Comment faire tourner toutes ces troupes sur place? Et ça a complètement désorganisé l'ensemble des forces terrestres pendant 10 ans. Parce que tous ces soldats devaient passer du temps sur le terrain, puis du temps à récupérer à leur retour. Ensuite, il fallait les remettre à niveau et les réentraîner, et ainsi de suite. Et toute la force, ou presque, ne faisait plus qu'une chose, gérer cette mission de contre-insurrection. Maintenant, voilà la secrétaire Hicks qui dit « On l'a fait avant. On peut le refaire. Oui, on peut faire ça toute la journée, mec. » On peut continuer à les remplacer indéfiniment. Pourquoi? Pourquoi voudriez-vous faire ça indéfiniment? C'est stupide. Ça ne va faire que provoquer tous ces problèmes. Alors, tous les problèmes que vous voyez dans ce groupe aéronaval autour du porte-avions, à votre avis, qu'est-ce que pensent les gars qui arrivent sur le George Washington? Ils voient comment ces gars-là ont été abandonnés à leur sort, et les causes profondes de ce problème vont continuer d'affecter l'autre équipe, à moins qu'on ne les remplace plus vite. Vous voyez, je vous l'avais dit, personne ne peut dire la vérité. Cela inclut le commandement central. Ces derniers mois, je vous ai montré beaucoup de choses qu'ils disent et qui sont tout simplement manifestement fausses. Ils sont tout simplement incapables de dire la vérité sur quoi que ce soit. Alors maintenant, plus personne ne croit un mot de ce qui est dit. Et là, vous voyez, depuis 48 heures, cette prétendue fausse information selon laquelle des médias auraient fait état, vous savez, de problèmes à bord de l'Abraham Lincoln. Ce ne sont pas de fausses informations. C'est vrai, il y a des preuves photographiques. Un grand nombre de personnes s'en plaignent. Et pourtant, vous voyez à l'écran, ils veulent dire que les soldats et les marines du groupe aéronaval Abraham Lincoln sont résilients et déterminés après plus de 260 jours en mer. Vraiment? Gary, si vous avez certaines de ces photos de la nourriture que nous avions avec Larry, je crois que c'était hier. Oh oui, c'est tout simplement écœurant. Apparemment, si la nourriture est comme ça, c'est notamment parce que le système n'a pas été conçu pour ce type de déploiement. Larry disait, je crois que c'était hier, que même pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois que le maximum était de 70 ou 80 jours. Parce qu'ils avaient compris qu'il fallait réapprovisionner tous ces gens-là.
Il faut un approvisionnement constant en nourriture, en carburant, en munitions, et ainsi de suite. Donc, il faut pouvoir les relever plus rapidement. Bien sûr, pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avions une force navale énormément plus importante, donc nous pouvions nous le permettre. Eh bien, aujourd'hui, c'est plus le cas. Nous avons ces navires extrêmement coûteux, donc nous en avons beaucoup moins. Et donc, on ne peut pas faire ça. Donc aujourd'hui, quand on se retrouve dans une situation comme celle-ci, à des milliers et des milliers de kilomètres du territoire américain, et même, je crois, à des milliers de kilomètres de certaines de nos bases navales les plus proches, elles sont trop éloignées pour être ravitaillées en permanence. Il faut trop de temps pour envoyer des navires là-bas avec des légumes frais, des fruits frais, parce qu'ils pourrissent avant d'arriver. Et c'est la même chose pour la viande fraîche. Ils doivent donc envoyer du bœuf congelé et différentes sortes de viande congelée. Et apparemment, même ça arrive parfois avarié. Donc ça ne marche pas comme ça. Il est donc très difficile d'acheminer de la nourriture là-bas, à part probablement des MRE ou quelque chose comme ça. Ces rations prêtes à consommer, comme ils les appellent, ces sacs en papier ou en plastique contenant de la nourriture. Mais c'est ce qu'on avait quand j'étais en déploiement de combat. Chaque fois qu'on était déployé, vous savez, c'est ce qu'on avait. Vous aviez de la nourriture fraîche tant que vous étiez en garnison, avant de partir en mission. Mais une fois que vous aviez franchi la ligne de départ et pénétré en territoire ennemi, alors là, c'était ça. Et personne n'y trouvait rien à redire. En fait, certains de ces repas n'étaient pas si mauvais. Mais si vous deviez vivre uniquement de ça pendant des mois, sans rien d'autre, ça allait forcément affecter le moral. Et ce n'est tout simplement pas sain de se nourrir de ce genre de choses sur une longue période. Et au lieu de reconnaître, oui, il y a un problème, on s'en occupe. Non, il n'y a aucun problème. Ces gars sont résilients, ils peuvent faire ça toute la journée. Et voyez, le problème avec ça, l'un des nombreux problèmes, c'est que vous transformez les soldats, les marins, les aviateurs, les marines, tous ces gens qui se sont engagés pour servir leur pays, vous les transformez en figurines. Ce ne sont pas de vraies personnes. Ils peuvent s'empiffrer de cette nourriture toute la journée. Je veux dire, j'ai même entendu certaines personnes dire « Oh, de quoi ces gars se plaignent-ils? Ils se sont engagés pour ça. C'est le combat. C'est censé être pénible à ce moment-là. Serrez les dents. Faites le boulot. » C'est facile à dire pour quelqu'un. Mais quand vous le vivez et que vous voyez vos dirigeants mentir au public, vous connaissez la vérité. Je l'ai vu moi-même de nombreuses fois au combat. J'ai vu nos dirigeants raconter tout ça, dire que tout le monde était concentré, que tout le monde soutenait le travail, la mission, qu'on était tous derrière. Ce n'était pas le cas, et je le savais, surtout lors de mon dernier déploiement de combat en Afghanistan. Alors j'ai vu ce que ça fait au moral. Lors de mon dernier déploiement, j'ai vu des troupes de combat dans des circonstances similaires. Elles disaient « Nous savons que cette mission ne sert à rien. Il n'y a aucune chance de succès. On ne peut rien accomplir. Tout ce qu'on peut avoir, ce sont des succès tactiques. On part en patrouille, on fait une patrouille de présence, on mène un raid. Ça, on peut le faire, on peut littéralement faire ça toute la journée, mais on sait que ça ne change rien. » Et je me souviens d'une compagnie en particulier. Ils avaient déjà subi des pertes au combat. Ils avaient perdu leur premier sergent. Et ils se tourmentaient. Le commandant de la compagnie se tourmentait. Qu'est-ce que je vais dire à sa femme, à sa veuve, quand nous rentrerons? À ses enfants? Est-ce qu'il est mort en défendant l'Amérique? Nous savons que non. Lui, il savait. Et il a dit, maintenant, notre objectif, c'est simplement de faire le travail, d'accomplir les missions qui nous ont été assignées et de faire en sorte que tout le monde reste en vie pour pouvoir rentrer à la maison. Tout le monde savait que ça n'allait pas marcher.
Ces gens-là le savent aussi. Personne ne le sait mieux que ceux qui avaient déposé leur demande, les aviateurs, les marines et les marins. Ils savent que c'est un objectif militaire impossible à atteindre. Leurs chefs l'ont fait savoir à la Maison-Blanche. Alors je vous le promets, ceux qui sont en première ligne connaissent parfaitement la vérité. Et c'est tellement difficile de faire son travail jour après jour, quand on sait que ça ne sert à rien, quand on sait que ces chefs ne vous soutiennent pas, qu'ils mentent à votre sujet et qu'ils vous disent non, ils vont bien. On peut littéralement, comme Hegseth l'a dit, faire ça toute la journée. Dire au groupe qui arrive, les gars, ce sera tout aussi dur pour vous que ça l'a été pour l'équipe que vous remplacez. Personne n'en tire de fierté, parce que ça n'a tout simplement aucune importance. Et ils doivent vivre chaque jour avec la menace de savoir que des missiles pourraient arriver à tout moment. Apparemment, il y a eu 2 ou 3 tentatives, mais elles n'ont pas abouti. Mais espérer que ça n'arrive jamais, c'est jouer au dé. Parce que nos défenses aériennes pour les navires sont très bonnes, apparemment elles le sont vraiment, et meilleures que celles dont on dispose à terre, pour diverses raisons. Mais rien n'est infaillible. Et vous savez, on pourrait encore avoir un jour où tout d'un coup, voilà, vous savez, l'un de ces destroyers, de ces frégates lance-missiles, ou même un porte-avions. Tout d'un coup, on verrait de la fumée s'en échapper dans une vidéo, et des gars pourraient être tués au combat pour rien. Ils en sont conscients, et ils sont pas vraiment contents de ça. Et si c'était tout, si c'était les seules personnes impliquées, ce serait déjà grave. Mais c'est bien pire que ça. Ça continue ici, parce que ça a fait les gros titres. L'administration doit essayer de faire dire à tous ces gens que ce n'est vraiment pas grave. Pas seulement le commandement central avec son poste sur X, ou le secrétaire Hegseth qui s'envole pour sa séquence vidéo. Victoria Coates aussi s'est vue demander « Qu'est-ce qui se passe exactement ici ?» Ces porte-avions comptent parmi nos outils les plus puissants. Vous aimez les décrire comme 2,5 hectares de territoire américain souverain, partout où le président Trump décide de les déployer. Et dans ce cas-ci, il veut en positionner un au Moyen-Orient, pour nous assurer de pouvoir soutenir toute action militaire supplémentaire contre l'Iran. Et l'Iran ne dispose d'aucune capacité, même de loin comparable à celle-là. Sa marine a été complètement détruite. Il lui reste donc quelques petites embarcations capables de harceler des pétroliers, mais certainement rien qui puisse se comparer au George Washington. J'y vois donc un véritable symbole de la détermination américaine. Un véritable symbole de la détermination américaine. Elle fait quelque chose là. Laissez-moi simplement vous expliquer ce qui s'est passé. Le grand classique, bloqué et bifurqué. On lui a demandé « Qu'est-ce qui se passe avec tous ces rapports concernant l'Abraham Lincoln, la nourriture, les tentatives de suicide apparemment multiples, le moral désastreux ?» Au lieu de répondre à ce genre de questions, elle part sur un sujet qui n'a même pas été abordé et qui n'a aucun rapport. D'accord, nous avons donc un porte-avions. L'Iran n'en a pas. Ils n'ont que des vedettes rapides. Pourquoi comparer un porte-avions à des vedettes rapides, comme si cela avait la moindre pertinence? Qui se soucie de ce que possède l'Iran, de toute façon, quand on parle de la situation et du statut des militaires américains dans la zone de guerre ici? Mais vous parlez beaucoup d'un symbole de la puissance américaine. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça l'est clairement. Et ça l'est depuis longtemps. Je veux dire depuis des décennies, les porte-avions, je remonte disons jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Les groupes aéronavals américains qui patrouillaient les eaux ont connu un succès considérable, surtout dans le Pacifique. Ils étaient les symboles de notre puissance, comme lors de la bataille de Midway par exemple. Un immense succès qui a fait basculer toute la guerre du Pacifique. Sans cela, la guerre aurait pu prendre une autre tournure. Mais cela a, pour plusieurs raisons, en quelque sorte scellé l'issue.
Et toutes les années qui ont suivi, le porte-avions, aujourd'hui, le groupe aéronaval autour du porte-avions, est resté un symbole important de puissance, que nous pouvons envoyer presque partout et utiliser pour faire à peu près n'importe quoi dans les zones littorales. Mais il y a un problème. Si c'est votre symbole de puissance et que les gens voient maintenant que ce symbole rouille et qu'ils n'arrivent pas à faire le travail, alors vous vous êtes créé un problème. Parce que désormais, au lieu de le comparer à un foutu hors-bord, ce qui ne veut rien dire, c'est pathétique, pourquoi ne pas le comparer à la mission qu'il est censé accomplir avec tout ça? Souvenez-vous du président Trump et de cette armada incroyable dont il se vantait au début de cette guerre. Il disait qu'elle allait y entrer et écraser totalement le camp iranien. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Ça ne les a pas mis KO. Oh, ils ont largué un paquet de bombes. Ils ont tué beaucoup d'Iraniens, fait exploser toutes sortes d'installations, rendu la vie difficile aux Iraniens. Aucun doute là-dessus. Mais qu'ont-ils fait pour obtenir ce qui compte, à savoir contraindre, comme Pompeo l'a dit dans cet extrait il y a un instant, à la reddition? Est-ce que ça a provoqué une reddition? Tout ça, parce que depuis le début de cette guerre, on a déjà eu plusieurs relèves, au sol, dans les airs et en mer. Est-ce que l'ensemble de ces actions a fait la moindre différence? Qui contrôle le détroit d'Ormuz aujourd'hui? Alors, dans une minute, vous allez entendre des arguties là-dessus, des réponses évasives et des tentatives de détourner l'attention sur la question de savoir qui contrôle réellement les choses. Mais le fait est que la partie iranienne exerce, sinon un contrôle absolu, une influence massive sur, et je vais même dire un contrôle, elle exerce un contrôle effectif sur tous les États arabes du Golfe dont nous dépendons pour faire sortir le pétrole. Ce n'est qu'un faible pourcentage du niveau normal. Et même certains de ceux qui en sortent ne le font qu'avec l'autorisation des gardiens de la Révolution. Et cette capacité est limitée. Ce n'est même pas tant que ça. Donc ils en gardent le contrôle. Enfin bref, ça fait maintenant, je crois, 160 jours, quelque chose comme ça, que ça dure. Quoi qu'on ait fait, tous ces groupes aéronavals qu'on a envoyés, tous ces porte-missiles, les destroyers, bien sûr, toutes les différentes catégories de bombardiers, les B-1, les B-2, les F-35, les F-18, enfin tout ce qu'on veut, tout ce matériel qu'on a envoyé là-bas. Rien de tout cela n'a réussi à changer la dynamique ni à retirer le contrôle du détroit d'Ormuz. C'est de ça qu'il s'agit, au fond. Mais on ne peut pas être honnête sur tout ça. Et en fait, ce qui est intéressant ici, ce n'est pas tant de ne pas être honnête que de se dire « Hey, je sais, ne laissons pas une crise se perdre. » À Washington, beaucoup l'ont dit, dans presque tous les domaines. Vous avez une crise, utilisez-la à votre avantage. Eh bien, Brent Sadler intervient et dit « Hey, je sais, il y a un problème. » Contrairement à Victoria Coates, il va dire « Oui, il y a un problème avec l'Abraham Lincoln, mais voici ma solution. » Le chef des opérations navales, autrefois, devait intervenir. Il doit toujours le faire. C'est donc l'officier le plus haut gradé de la marine. Aujourd'hui, trop souvent, c'est devenu la norme que ces groupes aéronavals, et ce ne sont pas les seuls, mais ce sont les plus visibles, partent en déploiement bien au-delà de ces 6 mois. Cela use les navires. Cela use aussi les marins. Mais avec la flotte dont nous disposons aujourd'hui, ce n'est pas tenable. Donc la seule façon de régler ce problème, c'est d'avoir davantage de navires. C'est la solution simple. C'est ça. Il nous faut simplement plus de navires. C'est comme ça qu'on résout le problème. Comme ça, on en a davantage à faire tourner et tout le reste. On peut continuer à les envoyer là-bas. En fait, c'est exactement ce que nous avons fait. Et dans le scénario que j'ai évoqué plus tôt, lors de la guerre d'Irak de 2003, c'est précisément ce que nous avons fait.
Le nombre de militaires d'actifs a considérablement augmenté à cause de cela, afin que nous puissions former davantage de brigades et faire tourner les troupes sur place. Nous avons créé des brigades supplémentaires dans ce but. Nous avons même pris certaines autres unités pour les réduire un peu, tout en les intégrant à ces ensembles déployables. Ainsi, nous n'avions pas à épuiser les troupes en les envoyant là-bas, en les faisant revenir juste le temps de reprendre leur souffle, puis en les renvoyant pour une nouvelle rotation. Parce qu'au plus fort, je crois qu'il y en avait 186 000, et ainsi de suite. Donc il dit, « Hey, procurez-vous juste plus de navires. » Pourquoi ces gens-là ne se disent-ils jamais que ce serait peut-être mieux de ne pas avoir ces fichues missions du tout? Peut-être qu'au lieu d'obtenir plus de navires pour continuer à mener des missions dont on n'a pas besoin et qui ne fonctionnent pas, il faudrait arrêter de faire des guerres stupides. C'est sur ça que le président Trump a fait campagne en 2016, et du moins en apparence, en 2024. On vous a montré récemment cet extrait, ici, où il se vantait le soir de l'élection en disant « Je ne vais pas déclencher de guerre stupide. Et le jour de l'investiture, on me connaîtra pour les guerres que nous n'aurons pas déclenchées. » Et évidemment, ça a été abandonné en quelques jours. Il avait un peu oublié tout ça, et maintenant, plus personne n'y revient. Maintenant, ils disent juste « Ouais, oubliez tout ça. » Allons-y à fond. Plus de guerre, 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 guerre partout. Au sol, sur terre, dans les airs, en mer, sous la mer, peu importe. Eh bien, faisons tout d'un coup. Voilà donc sa solution. Il prend ce processus et dit oui, il nous faut plus de navires. Je pourrais revenir sur tout son raisonnement, sur le fait que ce n'est même pas une question d'argent ou de volonté politique. Il y a des limites physiques à notre construction navale, qui est déjà anémique, surtout comparée à celle de certains de nos alliés, ou plutôt de nos adversaires, dans la région asiatique. La Chine, en premier lieu, dispose, selon un rapport, d'une capacité de construction navale plus de 200 fois supérieure à la nôtre. Pas 200%, 200 fois. Donc peu importe l'ampleur des moyens engagés. Et croyez-moi, regardez simplement le destroyer DD-1000, le projet de navire de combat littoral. Enfin, franchement, ça a été un désastre total chaque fois qu'on a essayé d'augmenter le nombre de navires. Notre système d'acquisition est complètement dysfonctionnel. On a reçu, je crois, la moitié des navires de combat littoral. Et si j'ai bien compris, il n'en reste qu'une poignée encore à flot. Et je ne pense pas qu'un seul soit réellement considéré comme prêt au combat. Quant aux destroyers de la classe DD-1000 Zumwalt, il devait y en avoir 50, 53. Je crois qu'ils en ont construit 3. Aucun n'est apte au combat. Donc notre bilan est terrible quand il s'agit d'avoir davantage de navires, parce qu'on est lamentable dans notre manière de faire. Il faut simplement être honnête. Moi, je suis honnête avec vous. Nous ne nous laissons pas intimider et nous ne faisons pas de compromis. Je vous dirai la vérité. Avec des preuves concrètes, vous pouvez retirer tout l'enrobage politique. On est nuls. Et tant qu'on ne l'aura pas compris, ça n'aura aucune importance. Vous voyez, Brent Sadler, lui, veut surtout de l'argent. Il veut que le Congrès dise simplement « Oui, faisons un autre chèque. Et oui, achetons 50 navires de plus. Mettez le chiffre que vous voulez. Peu importe. Le nombre n'a pas d'importance, tant qu'on obtient le cash. C'est ça qu'il nous faut. Et si ça ne marche pas plus tard, comme les LCS, comme les DD-1000, qu'est-ce qu'on en a à faire? On a eu l'argent. Mais maintenant, on n'a pas les navires. Et c'est l'un des domaines où on en paie le prix, parce qu'on n'a pas assez de navires. Je veux dire, il y avait un plan entre les deux programmes, 100 bâtiments militaires, 100 navires de combat naval, pas des cuirassés, des navires destinés au combat. Et on en a, je ne sais pas, peut-être 20, et aucun n'est apte au combat. C'est quoi ce bordel? On était censé en avoir 100, et on en a peu. Ça revient à dire qu'on est nul.
mais c'est là où on en est. Jusqu'ici, toutes ces mesures, qu'il s'agisse des porte-avions, de ceux qui viennent plus ou moins les remplacer, et ainsi de suite, tout cela est censé viser à rouvrir le détroit d'Ormuz. Parce que pour l'instant, tout tourne autour de ça. L'idée qu'on les empêchait d'obtenir une arme nucléaire a toujours été fictive. Les gens ressortent encore cette formule de temps en temps, mais en réalité, tout concerne le détroit d'Ormuz. Le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré ces dernières semaines et ces derniers mois « Nous voulons simplement revenir au statu quo. Nous voulons revenir à ce qui existait avant que nous commencions cette guerre insensée qui n'aurait jamais dû être lancée, afin que personne ne contrôle le détroit. Qu'il soit simplement totalement ouvert. » Ce sont des voies navigables internationales et des marchandises entrent et sortent parce que ça nous aide. Donc nous voulons simplement que l'Iran recommence à le faire. Eh bien, l'Iran ne semble pas disposé à le faire. Alors maintenant, on essaye de comprendre. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ce que le président Trump a dit récemment. Voyons Gary, est-ce qu'on a encore cet extrait? Non, on ne l'a pas sous la main ici. Il y a quelques jours, le président Trump a dit « Oui, nous sommes en très bonne position. Nous contrôlons le détroit. Il est ouvert. Tout est prêt à fonctionner. » Le commandement central raconte ce genre de conneries tout le temps. C'est évidemment faux. Mais puisqu'on parle de gens qui ne savent pas dire la vérité, revenons à ce thème. Chris Wright, le secrétaire à l'énergie, s'est vu poser une question assez directe par Bret Baier de Fox News. Vous pouvez tout de même reconnaître que les États-Unis n'ont pas un contrôle total sur le détroit d'Ormuz, non? Écoutez, l'Iran essaie de prendre l'économie mondiale en otage et de terroriser ses voisins. Ils ont constitué un arsenal gigantesque. Alors, est-ce qu'ils créent des difficultés dans la région? Absolument. Mais leur stratégie est vouée à l'échec. À terme, elle entraînera l'effondrement de ce régime en Iran à mesure que son économie sera étranglée. Leur capacité à créer des difficultés diminue rapidement. Notre capacité à escorter et à faire produits de cette région s'augmente. Donc, une fois de plus, vous voyez le blocage classique, suivi d'un changement de sujet. Il essayait de lui venir en aide parce que le président Trump venait de dire « Nous avons le contrôle total ». Vous pouvez le voir dans le bandeau en bas de l'écran. Le président Trump a dit « Nous avons un contrôle total sur le détroit d'Ormuz ». Et Bret Baier, qui essaie de faire en sorte que ça paraisse moins mauvais pour le président Trump, a dit « Bon, au moins, vous pouvez reconnaître que nous n'avons pas le contrôle total ». Il n'avait qu'à dire « Évidemment que non. Nous contrôlons tout de leur côté, mais eux continuent clairement à causer de grandes difficultés et empêchent tous les autres navires de passer. Donc, nous y travaillons. » Il suffit d'être honnête. Vous ne changez rien, mais on ne peut rien admettre. Non, lui, il doit le faire. Le secrétaire doit soutenir pleinement le mensonge raconté par le président. Et il n'arrive même pas à saisir une porte de sortie facile quand un animateur de Fox News la lui offre. Il doit dire « Non, non, nous maîtrisons totalement la situation. Vous savez, ils sont gênants, mais c'est à peu près tout. Et nous allons prendre toutes ces mesures économiques, ou quoi que ce soit, nous allons détruire leur économie, et à terme, ils vont s'effondrer. » Donc, il revient en quelque sorte à une version du changement de régime. Il n'y a absolument aucun moyen qu'il pense croire un seul mot de tout ça. On me dit, par des gens qui s'y connaissent un peu, que lors de certaines de ces réunions du cabinet, loin des caméras, lui-même était parfaitement conscient que la partie iranienne allait prendre le contrôle du détroit d'Ormuz et qu'il n'y avait rien que nous puissions faire pour le leur reprendre, pour toutes les raisons que je vous ai exposées ces derniers mois. Et maintenant, il dit simplement, « Bon, enfin, on ne peut pas le prendre militairement, alors on va le prendre économiquement. Et ensuite, ils vont s'effondrer. »
Ça me rappelle un peu cet extrait qu'on vous a montré hier du général Ben Hodges quand il parlait de la Crimée. Il disait oui, on va avoir toutes ces difficultés économiques, on va faire sauter quelques ponts et compliquer les choses. Et l'armée russe va juste partir. Et le camp ukrainien n'aura pas besoin d'un débarquement à la Normandie. Ils iront là-bas, ils entreront et ils prendront le contrôle parce que tous les Russes seront simplement partis. Mais qu'est-ce qu'ils fument, franchement? Ces Russes, ethniquement, à 95%. Ils ne partiront jamais. C'est la même situation ici. L'Iran ne cédera jamais le contrôle du détroit d'Ormuz, parce qu'il a la capacité militaire de le conserver par différents moyens et sur différents théâtres. Ils ont anticipé ça depuis des décennies et s'y sont préparés. Et nous ne pouvons pas défaire ce qu'ils ont mis en place. C'est la réalité. C'est la vérité. Et faire ces affirmations absurdes selon lesquelles nous maintiendrons notre blocus assez longtemps pour qu'il finisse par s'effondrer, puis que le peuple iranien, je ne sais pas, dise simplement « d'accord, on abandonne » et que le gouvernement iranien, je ne sais pas, s'effondre comme par magie. C'est la même chose que ce que disait Hodges. C'est tout simplement absurde. C'est une lutte existentielle pour la nation iranienne. C'est littéralement une chienne honnêtement vie ou de mode. Et une nambrose swaptri ap mame. Et quand vous exercez davantage de pression économique sur eux, quand vous leur envoyez davantage de bombes, cela ne fait que renforcer leur détermination. Et ils ont les moyens, ils ont la logistique, ils ont la nourriture, ils ont l'eau, ils ont l'énergie pour continuer à fonctionner au niveau de l'État. Oui, cela a été très préjudiciable à leur économie. Cela provoque beaucoup de problèmes. Il y a une vraie forte inflation, enfin, une inflation massive, et cela entraîne beaucoup de difficultés. Mais le gouvernement peut s'efforcer d'en atténuer les effets, et ils peuvent survivre. Vous n'allez pas simplement faire céder par l'économie un peuple issu d'une civilisation qui dure depuis 3000 ans, comme les Iraniens et les Perses, en leur disant « oui, vous avez rendu les choses difficiles pendant quelques mois », et croire qu'ils vont abandonner. Qu'en est-il des 8 années pendant lesquelles nous faisions cela et soutenions une guerre militaire et une guerre économique durant la guerre Iran-Irak dans les années 80? Est-ce que cela les a fait s'effondrer? Est-ce que toutes les sanctions que nous avons imposées depuis les ont fait s'effondrer, alors même que nous avons essayé? Est-ce que cela les a fait s'effondrer? La réponse est évidente, non. Et cela sous-estime totalement la résilience d'un peuple. C'est absurde. C'est faire preuve d'un aveuglement complet, ne pas avoir l'intelligence de comprendre qu'ils peuvent survivre ainsi, qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin. Vous pourriez littéralement mettre le pays en quarantaine et il pourrait continuer indéfiniment pendant très longtemps. Et pourtant, il essaie de tout relier pour dire qu'il ne manque qu'un peu plus de souffrance économique et que ce sera terminé. Et bien sûr, vous avez les Pompeo, les Kagan et les Kellogg qui disent « bon, ça c'est bien. La partie économique, c'est bien. » Mais bon, ce qu'il nous faut vraiment, c'est quelques bombes de plus. Ou alors les Sadler qui disent « eh bien, il nous faut quelques navires de plus. » C'est la seule chose à laquelle ces gens peuvent penser. Davantage de coercition, davantage de morts, davantage de destruction. Et ça, enfin, ça va régler le problème. Sauf que ça ne marche jamais. Et c'est difficile à comprendre. Enfin, ce n'est pas totalement difficile de comprendre comment ils pensent, ni pourquoi ils pensent ainsi. C'est regrettable qu'ils pensent de cette façon. Et c'est douloureux à regarder parce qu'il est presque certain, ou du moins les chances sont bien plus élevées, que maintenir ce blocus, et surtout si nous reprenons une quelconque activité militaire, ne provoquera pas l'effondrement du camp iranien. Ça va faire perdre la guerre à notre camp, parce que les otages, en gros les gens pris au milieu de tout ça, ce sont tous les pays du Conseil de coopération du Golfe. Et bien sûr, tous les autres dépendent du pétrole et des produits pétroliers
du gaz naturel, de l'hélium, des engrais, de tout ce soufre, de l'acide sulfurique. Partout dans le monde, les gens dépendent de tout ça. Et le carburant aviation, par exemple, le diesel, on en parle beaucoup ici, ce sont des produits dont les réserves sont très limitées. L'Iran, lui, peut tenir pendant longtemps parce qu'il lui suffit de survivre. C'est tout. Mais nous, pour réussir, nous devons les conquérir. Et nous devons rétablir ce flux. Il leur suffit de tenir et de maintenir le détroit dans un état de blocage sévère. Ça leur donnera la victoire, parce que nous n'avons pas le temps de laisser cette affaire s'éterniser pendant des années. Nous ne l'avons pas. Malgré ce que le secrétaire Hegseth a dit là-bas, comme quoi nous pouvons faire ça toute la journée, indéfiniment. Non, nous ne le pouvons pas. Nous ne pouvons pas le faire indéfiniment. Vous allez épuiser notre armée et épuiser nos bombes si nous écoutons les types faucons sur la guerre, qui vont de pair avec les types faucons sur l'économie. Ça va nous ruiner, nous ruiner. Mais ça ne nous empêchera pas d'essayer. D'ailleurs, en parlant des types de la guerre économique, qui est meilleur à ça que notre frère Scott Bessent? D'autres annonces arriveront la semaine prochaine parce que nous allons appliquer des mesures comme on n'en a jamais vu dans l'histoire pour isoler économiquement un pays. Si nous réussissons, c'est parce que c'est un coup double. Les gens disent « Cuba a tenu longtemps, le Venezuela a tenu longtemps ». Le Venezuela s'est immédiatement effondré quand nous avons mis en place le blocus. Ce sera donc une combinaison d'un isolement économique sans précédent dans le monde et du maintien du blocus dans le détroit d'Ormuz qui empêchera quoi que ce soit d'entrer dans les ports iraniens ou d'en sortir. Ça vous dit quelque chose? Ça devrait, oui. C'est exactement ce qu'on dit à propos de la Russie depuis presque 5 ans. On va imposer toutes ces sanctions, comme le monde n'en a jamais vu. On va les étrangler. Je ne sais pas. Est-ce qu'il essaie de faire la danse de Trump? Je ne sais pas. Je me demandais si c'était ce qui allait venir ensuite, parce que ce serait plus logique que ce qu'il disait réellement. Au moins, ça aurait une étrange valeur de divertissement. Mais ça n'aura certainement aucune valeur concrète ici. Le camp iranien a appris à composer avec les sanctions pendant littéralement toute son existence, depuis 47 ans. Et là, vous essayez simplement de resserrer encore davantage l'étau. Je veux dire, que pourriez-vous faire de plus que ce que nous avons déjà fait depuis le début de cette guerre? Je veux dire, ils sont déjà presque hermétiquement isolés. Enfin, pas hermétiquement isolés. Il y a un blocus sévère, mais ils peuvent commercer avec d'autres partenaires. Et si vous vous imaginez pouvoir arrêter le Pakistan, le Tadjikistan, la Russie, la Chine, via la mer Caspienne, ainsi que toutes les autres routes terrestres dont ils disposent, ou encore l'Irak. Si vous pensez pouvoir les contraindre en sanctionnant tous ces pays, en les empêchant de faire quoi que ce soit, et en les asphyxiant, pour que l'Iran ne puisse vivre que de ses propres ressources, premièrement, ça n'arrivera pas. Deuxièmement, même si par miracle et par une étrange circonstance, vous réussissiez à convaincre tous ces autres pays, qui sont souvent leurs alliés, d'arrêter de faire ça, l'Iran survivrait quand même. Parce qu'ils ont à l'intérieur du pays tout ce dont ils ont besoin pour survivre en tant que nation. Ils peuvent adopter cette mentalité d'assiégé. Et ils peuvent survivre, et ils survivront. Et même s'il existait une possibilité théorique qu'ils finissent un jour par s'effondrer, ce serait très très loin dans le temps. Nous n'avons pas ce temps-là. Donc toutes ces affirmations de Scott Bessent, mises à part, elles sont déconnectées de la réalité. Et ce n'est même pas difficile à comprendre. Et d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles je vous ai parlé de certaines choses générales. Il y avait ici une vidéo d'un vétéran de l'industrie pétrolière avec 40 ans d'expérience, Troy Rick Eckerd. Il a fait une vidéo et je crois qu'elle est sortie soit ce matin, soit hier.
Il y explique, écoutez, voilà certains des problèmes que connaît réellement le système pétrolier en ce moment. C'est pour ça qu'en plus de tout le reste, nous allons manquer de quantités suffisantes de carburant, aviation et de diesel dans les prochaines semaines, si nous ne remettons pas tout ça en marche. Il dit qu'il y a aussi des problèmes plus importants, à plus long terme. Et il va expliquer pourquoi le prix du pétrole que nous voyons est artificiellement bas. Mais très bientôt, et nous vous le disons depuis longtemps, il va étayer cela concrètement. Pourquoi ces contraintes sont sur le point de se déclencher et pourquoi vous allez voir un changement. Je ne vois aucune solution. Je ne vois aucune issue. La destruction de la demande ne va pas nous sauver. Pourquoi? Parce qu'elle pourrait réduire la demande d'1 ou 2 millions de barils par jour au cours des 12 prochains mois en raison du ralentissement des économies, de la hausse des prix et de l'inflation qui s'installe. Mais en réalité, il y a suffisamment de moteurs économiques qui vont entraîner une consommation supplémentaire de pétrole, de gaz et de combustibles fossiles partout dans le monde. Les centres de données, l'IA, la croissance et l'industrie vont faire augmenter la demande bien au-delà de l'offre qui a été perturbée. Autrement dit, la demande augmente davantage dans de nouveaux secteurs que la baisse de demande qui se produira au niveau des consommateurs. Quand je pense à la suite, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que les risques augmentent. Chaque jour apporte un risque supplémentaire. Nous avons maintenant l'Iran, qui est allé bien au-delà des limites d'un conflit direct entre les États-Unis et lui-même. Désormais, il bombarde ses voisins, leurs ports. Nous avons l'Ukraine, qui frappe à 1500 km de distance, en détruisant des raffineries et des installations de transformation russes. L'un des plus grands producteurs mondiaux subit des perturbations à hauteur de 35% de ses capacités habituelles de fabrication, de raffinage et de production de pétrole et de gaz en Russie. Mesdames et messieurs, l'érosion du côté de l'offre s'accélère. Elle ne diminue pas. L'incertitude augmente. Donc voilà, c'est ça le fond du problème. Doug McGregor explique que ces deux guerres sont en quelque sorte en train de fusionner pour n'en former qu'une seule. Et il vous montre comment cela commence à se répercuter sur le secteur de l'énergie. Parce qu'avec l'IA et tous ces centres de données qui, vous le savez, consomment une quantité énorme d'énergie pour pouvoir fonctionner, et qu'en même temps, le détroit est fermé, avec les dégâts matériels infligés à beaucoup de ces pays du CCG. Même si vous rouvrez le détroit d'Ormuz, ce n'est pas comme si tout allait revenir au niveau d'avant-guerre. Ce n'est pas possible, à cause des dégâts causés, en particulier à certaines installations de gaz naturel, mais aussi à certaines installations pétrolières. Jusqu'ici, tant qu'on n'entre pas dans une nouvelle phase, ça va rester problématique, même une fois que les vannes seront enfin totalement rouvertes. Mais on voit bien que du fait de beaucoup de choses que nous avons faites, notamment de nombreux prélèvements sur notre réserve stratégique de pétrole, des prélèvements sur les réserves chinoises et sur un certain nombre d'autres installations de stockage dans le monde, selon certaines estimations. Au niveau actuel, nous pourrions peut-être tenir encore une quarantaine de jours. Il semble que nous allons descendre en dessous du niveau recommandé. Et si vous réduisez la quantité extraite chaque jour, vous pourriez peut-être étirer cela sur 3 ou 4 mois supplémentaires. Nous pourrions peut-être tenir 4 mois à ce rythme. Nous ne savons pas ce que la Chine va faire. La Chine fera ce qui est bon pour la Chine. Elle ne va pas continuer à nous renflouer, même si elle l'a fait jusqu'ici. Mais il vous dit que toutes ces ressources s'épuisent dans le monde entier. Et maintenant, nous retirons aussi des choses du marché en Russie parce que nous soutenons ce que fait l'Ukraine, et cela réduit les quantités dont il dispose. La Russie a déjà arrêté une grande partie de ses exportations. Noé,
ce qui veut dire que l'approvisionnement mondial est désormais coupé, parce que la Russie doit répondre à ses besoins intérieurs. Ça ne va pas les faire sortir de la guerre, donc c'est assez stupide de faire ça. Mais Zelensky, à notre demande et avec notre aide, provoque en réalité davantage de problèmes d'approvisionnement à l'échelle mondiale. Donc, tous ces éléments s'accumulent et les facteurs qui atténuent la situation s'amenuisent. Pour l'instant, on peut garder le couvercle fermé parce que Trump est un maître manipulateur. Il peut faire croire que tout va bien, et c'est ce qu'il a fait jusqu'ici. Et plus tôt dans cette interview, il a dit, Eckhart, que si les fondamentaux qui existaient historiquement dans des circonstances similaires étaient en place, le pétrole devrait se situer autour de $125 le baril à l'heure actuelle. C'est-à-dire, si les conditions réelles étaient reflétées avec précision dans le prix. Mais il a dit que vous pouvez, et cela fait longtemps que nous vous le disons. On ne peut manipuler ça que pendant un certain temps, parce qu'à un moment donné, on pourrait s'en approcher pour le carburant aviation. Je veux dire, littéralement d'ici quelques semaines. Et le diesel. Le diesel, vous le voyez sans doute quand vous roulez. Vous voyez que même si le prix de l'essence tourne autour de $4 le gallon, parfois un peu moins, le diesel est resté autour de $5 et même davantage dans certains endroits. Parce que l'absence physique d'approvisionnement continue de faire monter les prix. Il n'y en a tout simplement pas assez pour tout le monde. C'est ce qui s'est toujours passé. Eh bien, ça va aussi arriver à d'autres choses, notamment au carburant aviation. Et cela concerne ensuite tous les transports. Pas seulement les gens qui prennent l'avion d'un point A à un point B, mais aussi tout ce qui est transporté par avion. Et puis, il y a le problème du diesel lui-même. Toutes ces choses s'additionnent et très vite, vous ne pourrez plus contenir la situation. Si nous ne pouvons pas contraindre l'Iran à ouvrir le détroit d'Ormuz par la force, et si nous ne pouvons pas l'y amener par la persuasion, parce que les seules choses que nous essayons de faire, c'est soit d'employer la force ou de menacer de l'employer, soit d'exercer des pressions économiques ou de menacer de le faire. Et si l'Iran dit simplement, « Eh bien, vous ne me donnez littéralement aucune, vous n'utilisez même pas la carotte et le bâton. » Vous vous contentez d'utiliser la carotte et le bâton, et nous ne céderons pas au bâton. Nous n'y sommes pas obligés. Nous pouvons encaisser ça pendant longtemps, parce qu'ils voient le détroit d'Ormuz comme un outil militaire stratégique entre leurs mains. Cela leur coûte cher au départ, puis ils subissent de lourdes difficultés économiques. Mais je pense qu'ils peuvent calculer rationnellement que, s'ils font durer cela pendant plusieurs mois, notre souffrance sera plus grande que la leur. Et contrairement à eux, il leur suffit de prendre une décision politique, de rouvrir les vannes, et ils obtiennent un soulagement presque immédiat. Pas nous. Pour nous, ça ne marchera pas comme ça, parce qu'il faudra beaucoup de temps pour défaire tout ça. Et si nous n'arrivons même pas à reconnaître la réalité avant que la douleur nous y oblige, il sera déjà trop tard. Parce qu'à ce stade, il faudra encore un certain nombre de mois pour démanteler le système, et nous serons déjà en situation de subir cette douleur. L'activité économique est déjà en baisse, car on ne peut pas avoir d'activité économique si l'on n'a pas assez de ressources nécessaires. Si l'on n'a pas assez d'énergie et d'électricité pour faire tourner les usines, si l'on n'a pas le carburant diesel pour transporter les produits d'un point A à un point B, et cela inclut le transport maritime, pas seulement les transports terrestres ou le carburant aviation dans les airs. Il n'y en aura déjà pas assez, et il faudra des mois pour revenir en arrière. Vous garantissez donc presque une récession économique massive et très possiblement une dépression économique. Toutes ces éventualités sont sur la table parce que nous refusons de reconnaître la réalité
et que nous sommes incapables d'être honnêtes sur quoi que ce soit. Et c'est angoissant à regarder et consternant de voir que ça continue. Rien n'indique que cela va changer de sitôt. Le scénario le plus probable, c'est qu'on va attendre d'arriver à ce point de pression vraiment critique. Et là, je crains qu'au lieu de reconnaître la réalité et de faire ce qui est logique, on ajoute de la stupidité, un mélange de stupidité et de peur, en disant « Non, d'accord, eh bien, revenons encore une fois à l'option militaire. Oui, cette fois, on va voir encore plus grand. » Allons-y, en quelque sorte, toutes armes dehors, avec tout ce qu'on a, tous les missiles tirés, et frappons-les tous d'un coup pour voir si ça peut marcher. Et bien sûr, ça fera de ça, une dépression garantie. Je n'ai aucun doute là-dessus. Il est probable que nous nous soyons, ou que nous nous soyons déjà, garantis une récession. Mais si vous faites ça, vous garantissez quasiment une dépression. Et Dieu seul sait combien de temps elle peut durer. Et ce qui est encore pire que sa durée, ce sont les conséquences. Parce que lorsque les gens, partout dans le monde et à l'intérieur de nos propres frontières, n'ont soudainement plus assez de ressources simplement pour vivre, et que leurs emplois commencent à disparaître, il n'y a plus assez de nourriture sur la table. Les gens paniqués deviennent dangereux parce qu'ils risquent de se faire justice eux-mêmes. Tout comme le gouvernement prend des décisions stupides par peur ou par stupidité, les individus peuvent faire la même chose. Et si on tombe dans une dépression, on l'a vu dans des pays du monde entier au cours de l'histoire, y compris chez nous, dans les années 1920 et 1930. Les choses peuvent très mal tourner. Alors, n'en arrivons pas là. Espérons qu'on puisse, d'une manière ou d'une autre, retrouver un peu de bon sens dès maintenant. Présentez ça comme vous voulez. Bon sang, Fox essaye de couvrir ces types-là et de dire la vérité. Mais ils ne l'acceptent pas. Ils doivent régler ça tout de suite, tant qu'il est encore temps. Merci beaucoup, tout le monde. Je vous remercie. On vous propose une autre émission cet après-midi, parce que, puisqu'on parle de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il s'y passe certaines choses sur lesquelles je veux attirer votre attention. En gros, la Russie est en train de gagner la guerre d'attrition dans les airs. Je vais vous montrer ce que cela va impliquer. J'ai aussi des commentaires du vice-président lui-même sur cette situation dans le détroit d'Ormuz. On couvrira tout ça cet après-midi, à 14 heures. On se retrouve alors dans le Daniel Davis Deep Dive. Nous n'avons pas vraiment de sponsor, et il y a une raison à cela. Nous ne voulons pas vous assommer avec un tas de publicité. Cliquez sur le bouton j'aime, et bien sûr, partagez ceci avec quelqu'un que vous aimez. And of course, share this with somebody you love.